Fois encore, le rendez-vous de votre émission hebdomadaire, le forum des rédactions qui réunit les journalistes, analystes politiques. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Le forum des rédactions s'invite encore sur les différentes plateformes et sur votre télévision Eden TV. Nous avons déjà sur ce plateau les deux débatteurs, 3 sujets à l'ordre du jour et tout de suite nous allons démarrer par les vacances gouvernementales. Y a-t-il quelque chose d'anormal? C'est une interrogation. Nos débatteurs vont se prononcer sur la question. Et puis l'opposition devrait-elle écouter les appels au boycott des législatives? Nous en parlerons également dans ce studio avec les débatteurs. Troisième sujet, partir ou rester? Un dilemme pour certains députés, ces députés-là qui ont pris donc goût à l'Assemblée nationale. Voilà les thèmes dont nous débattrons aujourd'hui sur le forum des rédactions. Une fois encore, merci de votre fidélité. On observe une virgule et on retrouve nos débatteurs juste après. À ma gauche, dans ce studio, Henri Sauvi Nyambodé, bonjour. Bonjour Mori Agora et bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes rédacteur en chef de Radio Tado FM. Vous émettez dans la commune d'Abomey-Calavi, oui. Précisément de Sémé, c'est ça, le quartier? C'est exactement ça. On émet de Sémé sur la 106.3 FM. 106.3 FM. Oui. Et comment se porte la radio? La radio se porte très bien. C'est une radio, comme j'aime le dire très souvent, qui côtoie le quotidien de ses auditeurs, qui travaille également pour l'émergence de la nation. Donc la radio se porte très bien et fait son boulot. Une radio très suivie, au même titre que Diaspora FM, il faut le dire, qui émet sur la 102.3. Les deux radios émettent dans cette commune, bien évidemment. À ma droite, Laurent Roland Toniquez, on ne le présente plus. Laurent Roland Toniquez, bonjour. Mori Agua, bonjour. Henri Nyambodé, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs et internautes d'Eden TV. Journaliste, analyste politique, vous faites des analyses très pointues. D'où vous trouvez vos inspirations pour vos analyses? Je rends grâce à Dieu qui m'a donné l'intelligence certainement, mais je veux bien croire que je ne suis pas le meilleur. De toute façon, il y a bien d'autres personnes qui font des analyses mieux outillées que moi certainement. Que la modestie ne vous étouffe, Laurent Roland Toniquez. Le décor étant planté, Madame, Messieurs, nous allons aborder le premier sujet de ce numéro du Forum des rédactions, vacances gouvernementales. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Nous avons posé la question à quelques citoyens qui vont d'abord se prononcer. Je vais vous inviter à les suivre et on se retrouve juste après. C'est tout à l'heure que j'ai appris qu'ils ont pris congé, le gouvernement. Ils font 2 000 gens par jour, ou bien ils sont maçons. Il y a des gens qui font 2 000 gens par jour. Ils ne sont pas fatigués. Eux, là, ils ont climatisé à la maison. Ils ont climatisé sur la voiture. Ils ont climatisé dans les bureaux. Et ils gagnent des millions par mois. Et chaque fois, ils nous trompent, nous, les populations. Moi, j'apprécie ça très très mal parce que les Béninois n'arrivent pas à bien manger. Et ceux qui sont en charge de nous diriger, ils se sont donné des congés. Ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ils ont fait quoi pour être en congé? Rester dans les climatisations, des trucs là, c'est pas... Non, c'est une manière de se moquer de son peuple, selon moi. Tout homme, tout être qui a une activité, qui a un boulot, doit quand même prendre un temps de repos pour se consacrer à sa famille, pour se ressourcer aussi. Puisque quand tu travailles aussi trop, parfois on est embrouillé, on n'a plus d'air dans le cerveau. Les week-ends, ils se reposent, non? Les week-ends, ils ont l'habitude de se reposer. Mais pourquoi encore des congés? Donc, nous ne sommes pas en Europe pour qu'on s'amuse avec son peuple. Mais nous sommes en Afrique. Si les Africains vont en congé, c'est grave. Alors qu'on est en retard sur beaucoup de choses. On est en retard sur beaucoup de choses et on nous dit encore qu'on va en congé. Quel genre de congé? Moi, je ne sais pas. Les gens ne mangent pas 2 fois par jour. Et à chaque fois, ils ont pris un congé gouvernemental. Ça, c'est du folklore. C'est du folklore totalement. Il y a des pommes d'âme qui vont au marché chaque jour.
chaque jour. Mais Dieu va les aider. Dieu va les aider. Ils reviendront tranquillement à leur poste de ministre gouvernemental pour qu'ils vont travailler pour la nation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont prononcés par rapport à ce sujet. On va donc revenir dans ce studio et poser maintenant la question à nos débatteurs. Quand même, il faut le dire, les congés sont des droits et ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement va en congé. Henri Yambodé, lorsqu'on travaille, il faut du repos pour se ressourcer, pour se requinquer afin de mieux performer. Qu'est-ce que vous en dites? Non, vous avez tout dit déjà. Quand on parle des congés, c'est quoi d'abord? C'est cette définition que vous l'avez déjà donnée. C'est pour se requinquer, c'est pour rétablir également l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et quand on sait que les ministres ont travaillé durement pendant des mois, plusieurs mois, ces congés, je crois qu'il faille bien sûr les prendre, quoi d'anormal, de ne pas aller se reposer et retrouver donc la vie privée, la vie familiale, le foyer, parler un peu avec ses enfants, la femme, parce que il faut dire que ces autorités-là se réveillent très tôt le matin. Il n'y a pas cette heure-là où elles se reposent, ces autorités-là. Et quand vous travaillez avec le président Patrice Talon, qui veut vous voir à tout bout de champ sur des terrains, des sites, où on peut vous appeler à 2 h du matin pour dire, écoutez, allez à tel endroit pour voir ce qui se passe. Je crois qu'il est bien normal que ces autorités-là prennent les congés pour se reposer, pour mieux se relancer. Parce qu'ils travaillent. Et l'organisme a besoin aussi de repos. Et donc, pour moi, c'est à juste titre. Je ne partage pas totalement l'avis de ces citoyens. C'est légitime de penser qu'ils ne font pas assez pour aller se reposer. Mais quand on va un peu en arrière, on se demande, mais est-ce qu'ils ont travaillé autant qu'on le voit là? Oui, ils méritent bien sûr ces congés-là. Laurent Roland, Tony Kess, ces personnes qu'on a interrogées pensent qu'il y a trop à faire pour que le gouvernement aille en congé se reposer. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas droit au repos? Dans un premier temps, je suis tenté de les comprendre parce qu'en réalité, quand on tient compte de la morosité économique, des problèmes auxquels sont confrontés les Béninois pensent que rien n'est fait pour eux et que par conséquent, le gouvernement n'a pas d'argument pour nous dire qu'ils sont allés en congé. Encore que les congés, c'est du 4 août au 28 août. Donc, on est peut-être tenté de les comprendre. Mais quand on finit de dire ça, il faut reconnaître que le travail intellectuel fatigue beaucoup plus et ça demande beaucoup plus d'efforts. D'ailleurs, les fonctionnaires de la fonction publique sont chaque année au moins en congé pour un mois. Pourquoi ils n'ont pas remis ça en cause? Et pourquoi ils ne remettent pas en cause les congés des fonctionnaires de la fonction publique? Donc je pense que même les acteurs politiques qui sont dans les postes de responsabilité ont le devoir d'aller en congé, de se reposer, parce qu'on ne peut pas travailler 365 jours sur 365. Attendez, il faut qu'on rappelle à ces gens-là qui se sont prononcés qu'il n'y a pas de week-end pour un président de la République. Pour un ministre, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Sur un dimanche, il peut être sollicité. Un samedi, il peut être sollicité. Et j'ai la chance peut-être de rester dans les milieux où des autorités sont restées par le passé. Et même actuellement, j'ai la chance d'être dans un milieu où le ministre de l'Intérieur, je vois à quelle heure il va au boulot. Je vois à quelle heure il se retourne parfois. Le ministre de la Santé, je vois à quelle heure il va au boulot parfois, parce que je le croise parfois très tôt le matin, en train d'aller au boulot, et je sais à quelle heure il rentre parfois. Et donc, quand quelqu'un qui fait ça 7 jours sur 7 au cours d'une semaine, et même 20 et 30 jours sur 30 dans un mois, à un moment donné, il faut trouver une occasion pour que cette personne aille se reposer. Et donc, c'est ça qui justifie les congés. On ne peut pas, parce qu'il y a des problèmes, parce que les Béninois ne mangent pas peut-être à leur faim, dit que les gens n'ont pas droit au congé. Le travail intellectuel, c'est peut-être ceux qui ne font pas peut-être le travail intellectuel, qui ne peuvent pas comprendre combien ça fatigue beaucoup plus que les travaux physiques. Le travail intellectuel, à la limite, ça vous fatigue parce que ça fait appel à votre imagination, à votre réflexion, tout cela. Même si vous êtes dans un bureau doré avec la climatisation, il arrive parfois à vous transpirer parce que vous réfléchissez. Donc je crois que oui, si on tient compte des problèmes que vivent les Béninois aujourd'hui, les urgences auxquelles nous sommes confrontés, on peut être tenté de dire que oui, il ne doit pas aller en congé. Mais attention, pas aller en congé jusqu'à craquer. Vous vous souvenez,
pour les examens, il y a un enseignant qui était en surveillance à Soava qui a fait une crise cardiaque. Et même au cours de la correction, ce Jean Boncavi, il y a un autre qui a fait encore une crise cardiaque. Mais pour cet enseignant-là, c'est vrai, il faut respecter son âme. Mais quand vous sentez que vous n'êtes pas apte au niveau de votre santé, il faut demander à quelqu'un d'autre pour aller. Oui, se reposer, je suis d'accord. Je comprends, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que une crise d'AVC, ça ne prévient pas. Parce que par le passé, c'est la pression. Du repos. C'est la pression. Oui, mais justement, la pression. Mais comprenons que les ministres, connaissant Patrice Talon, beaucoup de ministres ont dû travailler sous pression, tous les jours. Et lui-même s'est donné assez de pression. Pour l'enseignant, excusez-moi, il devait dire, écoutez, pour ma santé, je peux demander à quelqu'un d'autre d'aller. Parce qu'il veut être présent sur le site. Donc, comment peut-il savoir que la fatigue peut l'amener à faire un AVC? C'est un peu comme si je mets dans le même cas un ministre à qui Patrice Talon demande d'aller à Bemberké pour aller le représenter. Il est fatigué, mais c'est son travail. Il ne peut pas s'imaginer que sur le terrain d'aller à Bemberké pour le représenter sur le terrain, il peut faire une crise d'AVC. Donc je crois que pour moi, non, ça ne tient pas. Parce qu'en réalité, cet enseignant qui est décédé, en allant surveiller, ne peut pas imaginer que, oui, il est fatigué, mais puisqu'il doit travailler, même si c'est l'argent qu'il gagne, ne lui permet pas de régler son problème. Mais au-delà de tout, c'est un travail républicain parce que c'est un sacerdoce pour lui. Il a pris l'engagement de servir. Et donc, c'est ça qu'il a amené dans ce temps. Donc, je crois que les ministres aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, il faut leur donner du repos, qu'ils réfléchissent. Les acteurs, on n'a pas dit congé de députés, on a dit congé des ministres du gouvernement, parce que ceux-là sont restés là à réfléchir. Regardez comment est-ce que le ministre de la Santé a été assez bousculé pendant la période Covid-19. Vous vous souvenez? Il n'avait pas de temps de sommeil. À 0 heure, vous le voyez à l'aéroport. À 3 heures du matin, vous apprenez qu'il est à l'ADA. À 5 heures du matin, vous apprenez qu'il est déjà au bureau pour recevoir des dons des partenaires. Des gens comme ça qui ont passé leur temps à se mettre au service de la nation. C'est vrai qu'ils sont payés pour ça. Je suis d'accord, parce que d'aucuns diront qu'ils sont payés très bien pour ça, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut les envoyer à la morgue. Il faut leur permettre de souffler un temps soit peu. D'avoir du temps pour ces 24 jours-là, d'être avec leur famille, leur épouse qui ne les voit qu'à 0 heure, ils rentrent à 0 heure. À 6 heures, à 7 heures, ils sont déjà en voiture pour aller au boulot. Leur permettre de passer, encore que les enfants, pour la majorité, sont en vacances, c'est une occasion pour eux d'être en famille avec les enfants qui n'ont pas pu voir tous les jours au cours de l'année scolaire. Parce que quand ils viennent le soir, les enfants dorment déjà. Le lendemain matin, ils sont déjà partis avant même que les enfants ne se réveillent pour aller à l'école. C'est une occasion pour eux de passer ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines avec leur famille. Et donc, on ne peut pas leur faire ce procès. J'estime que c'est mérité ces congés. Henri Yambonnet, est-ce que c'est parce que nos populations n'ont pas l'habitude d'entendre qu'un gouvernement est allé en congé? Vous savez, on a eu déjà d'autres gouvernements au Bénin. Non, mais à l'aide de Patrice Talon, ça fait la deuxième fois que le gouvernement va en congé. Oui, mais c'est une question d'habitude. Oui, mais c'est une question d'habitude. Sous l'aide de la rupture, on est habitué à ça. Et on sait qu'à un moment donné, le président décrète donc ce congé-là pour les ministres. Et c'était la même période, pratiquement. Je crois que c'est même choisi à dessein parce que là, Laurent soulevait un aspect. Quand nous sommes en période de vacances, et les vacances, on prend ces congés en période de vacances aussi, ça permettra également à ces ministres de consolider l'amour entre eux et leurs enfants. Parce que quand vous réveillez à 0 heure, quand vous réveillez, j'allais dire, à 5 heures du matin, vous préparez, vous sortez, vous allez, et vous revenez à 0 heure où les enfants déjà dorment. Allez, vous ne le voyez pratiquement pas, c'est que vous venez voir vos enfants qui sont en train de dormir, mais vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas l'occasion de parler de dialoguer avec qu'est-ce qui ne va pas, peut-être par téléphone et tout le reste. Oui, mais cette fois-ci, vous avez la latitude de discuter avec vos enfants, échanger avec eux pour de voyager avec eux, pourquoi pas, d'aller passer quelques jours. L'environnement familial. Et donc, c'est vrai, les Béninois, on veut toujours remettre en cause certaines choses. Mais là, je dis, c'est pas... Je crois que quand on suit ce que les gens ont dit, ces intervenants ont dit, et en fait, ça devait aussi réveiller les acteurs les membres du gouvernement pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire.
les Béninois les attendent sur beaucoup de chantiers. C'est-à-dire, ceux qui Ils sont... n'en demandent pas de trop. Non, non, non. Est-ce que c'est parce qu'ils attendent sur beaucoup de chantiers que les autres Non, je l'ai dit. Vont mourir par excès de travail? Je l'ai dit, et clairement, je suis victime de karoshi, comme on le dit en japonais. Je suis fort ferme là-dessus. Les membres du gouvernement méritent pleinement ces congés. Oui, vous l'avez dit. Ce que disent les intervenants, c'est que ça doit être pris au sérieux en réalité. Ils ont dit qu'ils ont faim, qu'ils n'ont pas mangé, et que les autres vont en congé. Ça montre qu'il y a un problème. Non, ça montre qu'il y a un problème. Ils comparent leur vie à la vie. Non, attendez, laissez-moi finir. Ils ont travaillé dans la climatisation. Ils ont travaillé... Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que les gouvernants doivent comprendre alors que si une partie de la population est contre ces congés, c'est que les populations les attendent sur un certain nombre de chantiers sur lesquels ils ne sont pas encore présents en termes de produits vivriers, panier de la ménagère, subventions, c'est-à-dire que je dis les congés sont mérités, mais ce que ceux-là disent servent de matière à réflexion pour ces gouvernements. Non, est-ce que les congés là, est-ce que c'est synonyme d'arrêt systématique des activités au niveau des ministères? Le travail continue toujours. Le travail continue toujours. Et donc, ce que vous dites là, c'est pas parce que le ministre est en congé que le ministre ne doit pas manger. Le ministre va continuer toujours de travailler. Non, de ça qu'on va pas continuer les routes. Ce qu'on dit ici, la fonction publique, l'administration publique fonctionne toujours. Mais ceux qui ont le pouvoir de décision, c'est qui? C'est le président de la République et les ministres. C'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que les dossiers courants seront vidés. Et s'il y a urgence, le ministre est appelé. En termes de politique de développement, qui décide? Ce n'est pas les cadres qui sont dans les... Ce n'est pas 2 semaines qui vont arrêter le processus de développement. Oui, je refuse. Ce n'est pas ces 2 semaines-là. Et donc... Apparemment, on ne se comprend pas. Je dis, et j'insiste là-dessus. Les cadres sont dans la fonction publique, ils travaillent en l'absence des ministres et du chef de l'État. Oui. D'accord? Oui. Mais ceux qui impriment la politique de développement national, et ça reste et demeure le président de la République et les ministres. C'est dit quoi? L'administration va fonctionner. Mais c'est pour dire aux gouvernants en réalité qui vont en congé que quand vous allez revenir, réfléchissez autrement, à prendre des décisions qui arrangent, en tout cas qui facilitent la vie aux Béninois. C'est de ça qu'il est question. Et donc, c'est sur cette question essentielle que les gens se sont prononcés pour dire ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Et donc, le cadre qui est dans la fonction publique ne peut pas prendre des décisions sans Patrice Talon, sans ses ministres. C'est de ça que je parle. Mais avant ça, il doit y avoir un plan administratif qui est un plan d'action qui est là et qui permettra à ces cadres-là de travailler pendant ces 2 semaines sans qu'il y ait de flottement. Alors voilà qui est dit. Donc on retient que le gouvernement a droit de se reposer. Les membres du gouvernement, après autant d'efforts, peuvent donc se reposer pour revenir se requinquer, pour repartir encore et mieux faire d'après ce qu'ils faisaient. Donc, je crois que c'est tout mérité. C'est tout mérité. On a vu l'exemple du président gabonais Ali Bongo qui a fait une crise. Aujourd'hui, il traîne toujours les séquelles. Donc, on ne va pas demander à nos gouvernants d'aller se tuer pour nous. Au-delà de tout on l'a vu pourtant bien portant à l'arrivée de Messi au Gabon. Oui, mais écoutez... Et c'est lui-même qui avait pris le volant. Oui, donc vous voyez. Donc moi, je pense qu'au-delà de tout, tel qu'on dit aujourd'hui ici sur ce plateau, les gouvernants travaillent pour nous. Ils ont promis de nous donner le meilleur pour que nous puissions vivre dans un Bénin mieux dirigé, mieux développé. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les envoyer à la morgue. Il faut leur permettre de se reposer à des moments donnés, de souffler et de réfléchir autrement pour le pays. Voilà qui est dit sur le sujet. On va passer donc au deuxième sujet de ce forum. L'opposition devrait-elle écouter les appels au boycott des législatives? Ces derniers jours, nous avons entendu des gens ou nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux des appels au boycott, notamment de la part de Gani Ousoglo et autres personnalités politiques de l'opposition. Faudrait-il donc continuer par observer ces genres de situations dans le pays? Chaque fois à l'approche des élections, il y a certaines personnes qui se lèvent et qui invitent au boycott. Est-ce la solution, Henri Apollo? Ça me fait sourire parce que depuis quelques années, le souhait de la classe politique, c'est de participer, d'être présente au Parlement. Et le vœu cher aujourd'hui des partis, des formations politiques, c'est de participer aux élections à venir. Et ce vœu-là, ces formations politiques travaillent pour.
Et à chaque instant que l'occasion leur est donnée, les leaders de l'opposition ne cessent bien sûr de demander à ce qu'on leur permette de participer aux élections. Ils prennent toujours cette opportunité-là, ils cherchent toujours à participer aux élections. Mais qu'aujourd'hui, un Ganéo Soglo se lève pour dire, pour demander à la classe politique de l'opposition de boycotter, pour parler terre à terre, de boycotter ces élections, je crois que ce n'est pas la solution. Et les leaders de l'opposition ne vont pas l'entendre. Les leaders de l'opposition ne vont pas accepter. Les leaders de l'opposition ne partageront pas cette position de Ganéo Soglo. Lui, il faut se rappeler, hein, quand on parle de Ganéo Soglo, c'est celui-là qui a soutenu Adjavon. C'est celui-là qui a été ministre plusieurs fois sous le régime de Kérékou. Mais il a quel carré aujourd'hui pour demander à un certain Éric Rouleté de boycotter les élections? Il a quel carré aujourd'hui de demander... C'est celui-là sur lequel on a tiré aussi. Bon, je ne refuse pas. Mais il a quel carré aujourd'hui pour demander à un certain Paul Hongpè de ne pas faire participer sa formation politique aux élections législatives, alors qu'aujourd'hui, le Parlement manque à ces gens-là. Le Parlement manque à ces ténors de l'opposition, des démocrates et autres partis de l'opposition. Je crois que ce n'est pas la solution et ils ne vont jamais l'entendre. Ils ne vont jamais l'entendre. Laurent, Ne parlez pas du Parlement à Paul Hongpè, il en a un mauvais souvenir. Laurent Roland-Tony, Ganéo Soglo appelle au boycott, mais ce n'est pas que lui, il y a même des ténors de l'opposition qui appellent au boycott. Le boycott est-il une stratégie politique pour gagner les élections? Ce n'est pas une stratégie politique pour gagner les élections, c'est une fuite en avant. Et qui vous appelez ténor? Je crois que vous voulez parler de candidat Zanaï. Je parle de candidat, là. Depuis que candidat Zanaï, depuis qu'il a quitté l'opposition, il a quitté la RB, il a été restauré l'espoir là. Oui. Combien de fois est-il allé aux élections avec son parti et il a été élu? Répondez-moi. C'est un ténor. Attendez, combien de fois il est allé aux élections avec restauré l'espoir? Il appelle à la résistance. Non, mais il a été élu avec les alliances chaque fois. Et il appelle à depuis 2016 là. Il est depuis sa démission du gouvernement, il est dans une position mitigée. On ne sait pas où il est réellement. Il nous fait chanter qu'il est de la résistance. Oui. Laquelle résistance n'a pas résisté autant? Parce qu'en 2020, ça s'est effrité. Oui. Ils ne se sont pas entendus. Chacun défendant son ego. On a vu ce que ça a donné. Je veux bien croire que ces gens-là qui demandent au boycott là sont de bonne foi. C'est ma question. Est-ce qu'ils sont vraiment de bonne foi? Pourquoi? Comment se fait-il que vous avez crié, est-ce qu'on a retrouvé celui qui a tiré sur Ganéo Soglo? Ça, c'est la police et la justice qui s'en occupent, ce n'est pas moi. J'ai fait le constat de ce qu'on a tiré sur lui. On a reçu des informations, on en a parlé, ce temps est passé. Dès que la justice sera prête, ou bien la police sera prête, et que lui-même aura des éléments à nous dire publiquement et qu'il vienne nous le dire. Donc il a ses raisons qui l'amènent à dire de boycotter les élections. Ce n'est pas parce qu'on a tiré sur lui. Ce n'est pas une raison de dire à toute la population de boycotter une élection. Et je dis, les gens là nous prennent dans des battes. Pour des bruits de 15. Des bruits de 15, bien évidemment, vous faites bien de le préciser. Parce que pour moi, regardez, les gens, c'est une fuite en avant, je le disais tout à l'heure. Les gens savent que si on les met dans la balance, si on leur dit d'aller aux élections, ils savent qu'ils ne pourront pas être élus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les éléments pour être élus. Ils n'ont pas de popularité. Azanaï peut-il oser se taguer de dire je vais aller aux élections au Bénin avec restaurer l'espoir et être élu dans le Bénin, avoir les 10% Son fief, c'est Ménotin. Ménotin, vous n'avez pas dit Cotonou. Heureusement. Bien évidemment. Donc pour vous dire quoi? C'est-à-dire que fondamentalement, quand on prend Azanaï là, on le met dans la balance sur le plan national, est-il capable, en mesure d'avoir 10%? Un personnage assez clivant comme il est, comparé à un Roumbedi qui, malgré ce qu'il a fait, ayant battu le record de participation au présidentiel, n'a pas réussi à avoir les 10%, a eu 5%, et ne serait-ce que dans la région de l'Ouémé et du plateau. Donc, c'est des questions qui vous... Ça veut dire que quoi? Ces gens se comportent genre, puisque moi, je n'ai pas la chance d'être élu et que je ne pourrai pas, c'est qu'il vaut mieux faire en sorte que nous tous se retrouvent dans la même situation. Donc, c'est la béninoiserie. Je ne dirais pas béninoiserie, c'est vous qui utilisez le mot. Oui, mais je l'ai utilisé. Mais moi, je pense que ils sont de mauvaise foi. Parce qu'on a
tous fait le constat qu'en 2019, il n'y a pas eu d'élection inclusive. On l'a dit. Nous, journalistes, on a eu le courage de le dire. Quand Tous aussi, ils l'ont dit. Non, mais nous, c'est eux qui ont subi. Nous, on n'est pas acteurs politiques, mais nous, on a pris le risque de le dire quand bien même on n'était pas apprécié en le disant. Oui. Maintenant, quand on fait le constat avec vous comme ça, et qu'au lieu de vous préparer sur le terrain, au lieu d'aller militer, de mobiliser vos militants, au lieu d'aller travailler, dépasser vos égos, Allez d'aller vous mettre ensemble pour être fort. Vous ne faites pas ça et vous demandez à boycotter. Les Béninois sont prêts à aller aux urnes pour voter et choisir des députés qui les représenteront de façon valable à partir de 2023. Contrairement à ceux qu'on a eu de 2019 à 2023, qui sont pour la plupart, il y en a quelques-uns qui ont pris la parole, qui pour la plupart restent silencieux en 3 ans. Je pense que c'est de ça que les Béninois ont besoin. Tout discours qui appelle au boycott aujourd'hui est une position mitigée. On a comme l'impression qu'ils sont en service pour le pouvoir en place. Parce que le problème, c'est quoi? Regardez tous les pays en Afrique. Chaque fois que l'opposition boycotte les élections, le pouvoir en place remporte les élections, roule les mains. Parce que les conditions sont réunies. Écoutez, avant, ils se remettaient en cause le fichier électoral à cause de la LEPI. Cette fois-ci, c'est le RAVIP, c'est l'ANIM qui sort le fichier électoral. Et lequel fichier électoral est sorti à partir de ceux qui se sont fait enrôler pour le RAVIP. Cela suppose que quoi? Si vous, Mori Agua, vous avez, puisque c'est là le problème. L'ANIM me connaît. Et c'est là que les opposants parfois se trompent de combat. Parce que si on dit que c'est l'ANIM qui doit sortir le fichier électoral, on doit se réjouir d'abord. Pourquoi? Demandez à tous les Béninois d'aller retirer votre CIP. Si j'arrive à prendre mon CIP au niveau de l'ANIP et que la liste électorale sort, qu'on ne voit pas mon nom, il y a problème. Il y a problème. Il y a maman. Voilà. Maintenant, vous ne faites pas ce travail et c'est vous qui remettez en cause déjà tout le processus sans pouvoir faire un minimum d'effort. Aujourd'hui, moi, Laurent Tony, si je vais dans un bureau de vote, là où je dois voter, que je ne vois pas mon nom, alors que j'ai déjà établi mon CIP à la maison, comment se fait-il que l'ANIP me dit plus tard qu'il n'a pas mon nom dans sa base de données? Je suis en droit de répondre à la question, sur quelle base alors vous m'avez établi le CIP? Voilà. Donc, c'est des questions sur lesquelles les opposants doivent travailler maintenant pour c'est-à-dire... espérer une transparence. Non, pour marquer le pouvoir en place à la culotte. Donc, au lieu d'aller sur les questions essentielles de se préparer, on reste là à dire boycott, parce qu'on sait que soi-même, on ne peut jamais se faire réélire ou se faire élire quelque part. Il faut maintenant amener toute l'opposition à observer la même position pour que nous tous on se retrouve dans la même situation. C'est le comportement du Béninois qui ne veut pas faire d'efforts. Et pourquoi, Henri Ambordais, à l'approche des élections, on observe ces gens de situation? Quelle opposition avons-nous qui ne veut pas aller au charbon et qui, chaque fois, trouve pour solution de boycotter les élections et appelle au boycott de l'opposition? Je veux faire observer des élections. Je veux faire observer que celui-là qui appelle au boycott aujourd'hui ne pèse pas 1%. Ne pèse pas même 0,75% dans la... Il a dit Gali Segou a été élu sous l'ombre de sa mère. Il a bénéficié donc de l'aura, je dirais même, il a bénéficié donc de l'aura de son papa. Et de sa mère. Ces appels au boycott ne seront pas retentissants au niveau de la classe des démocrates également, des démocrates et de FCBE. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, les ténors du parti, les démocrates, aujourd'hui, le plus cher aujourd'hui, c'est comment faire pour participer aux élections. Et à chaque occasion, Éric Louleté le mentionne, la fois dernière, au 1er août, il a dit au président, je veux vous rencontrer pour parler avec vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'idée première aujourd'hui sur laquelle les gens travaillent aujourd'hui, c'est comment faire pour participer aux élections. Et lui, il va en France, il s'éloigne du pays pour dire, écoutez, ne participez pas au boycotter les élections. Pour dire quoi? Quand vous boycottez les élections, vous donnez l'occasion au pouvoir en place, monsieur, de faire ce qu'il veut. Quand vous boycottez les élections, vous donnez onction à tout ce qui se fait là. Mais quand vous participez, c'est après avoir participé que vous pouvez dire, écoutez, nous, on est là, on a participé aux élections, voici ce qu'il faut corriger. Et on traite, c'est légitime aussi, on traite le Parlement qui est là, le Parlement monocolore. Et pour changer la donne, il faut participer aux élections. Vous ne pouvez pas rester hors terrain pour dire que, le Parlement est toujours monocolore. Il faut participer pour trouver des sièges, pour aller se retrouver au Parlement, pour apporter aussi votre grain de sel à la gouvernance. Et donc, pour moi, cet appel-là ne sera pas retentissant.
Ce discours, c'est un discours, c'est comme un coup d'épée dans la main. Hein. Pas d'effet au niveau des démocrates, de la place politique de l'opposition. Je crois Et celui qui appelle même, c'est qui? C'est Gali ou c'est... Je crois que même si Azanaï décide de ne pas aller aux élections, c'est au moins un problème de moins pour l'opposition. Un problème de moins. Même si Azanaï décide d'aller aux élections, il allait participer avec quel parti politique? Oui, il a refusé de remplir les formalités. Finalement, ils sont rentrés dans les rangs. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, si Azanaï ne va pas aux élections et boycotte, c'est un problème de moins pour l'opposition. Pourquoi? Parce que dans une certaine mesure, c'est Azanaï qui nous a chanté que Talon est la meilleure personne. Et aujourd'hui, il sait qu'il n'a plus de crédibilité devant les Béninois. Il sait qu'il n'a plus de crédibilité devant les Cotonois. Et il joue sur ça pour parler de boycott. Parce que les gens lui en veulent nécessairement pour dire, mais c'est toi qui nous as amené le monsieur. Et toi, tu es le premier encore à quitter pour nous dire qu'il n'est pas bon. Alors que, dans le même temps, sous Boniaï, on a vu ce qu'il a eu à faire. Donc, ces personnages qui vont avec le temps se sont totalement décrédibilisés aux yeux de la population et maintenant cherchent à jouer. En tout cas, ils sont agonisants à la limite et donc ils veulent faire tout pour qu'on continue de constater qu'ils sont encore là, c'est tout. Sinon, en réalité, au fond, pour moi, Azanaï ferait mieux de se taire, de se calmer parce qu'il a suffisamment prouvé qui il est depuis 1990. On a vu qui il est. Les Sogos l'ont fait. On a vu comment il est parti de l'AEB. On a vu comment il a fait sous Kékou. On a vu ce qu'il a fait sous Boniaï. On a vu maintenant ce qu'il a fait avec Patrice Talon. Et donc, ces personnages-là ont suffisamment montré qu'ils sont à la face du monde, à la face des Béninois qui lui ont fait confiance. On a vu comment il a fait du chantage politique à Boniaï dans ce pays. Tout ce qu'il a pu dire à Boniaï, a-t-il le courage de le dire à Patrice Talon? Peut-il le dire? Non. Lui qui nous a annoncé qu'il ira chercher Patrice Talon en avril 2021. Est-ce que vous l'avez vu sortir de sa maison, de ce beau bien de Ménotin? Je crois que cette personne politique doit pouvoir... On jouait sur la sensibilité des gens. Oui, il joue en réalité. Aujourd'hui, le peuple béninois est mu. Et en face de ce peuple-là, vous ne pouvez pas... Il a passé son temps à jouer. Non. Oui. Il a passé son temps à jouer sur l'émotion des Béninois, à profiter de l'émotion des Béninois. C'est fini ça, cette époque-là. Aujourd'hui, les Béninois doivent pouvoir comprendre. Et je dis, si Azanaï ne va pas aux élections, c'est un problème de moins, parce que je l'ai dit. Autant qu'ils sont en tant que parti politique, ils vont militer les voix pour eux-mêmes. Et donc, quand des gens, pas comme Azanaï, vont se désolidariser pour dire je ne vais pas aux élections, ça va contribuer à consolider d'autres partis, bien évidemment. Et je crois que ce serait même bien de souhaiter que beaucoup de partis écrans que nous avons au sein de l'opposition, qu'eux-mêmes décident, sachant qu'ils ne veulent pas, pour voir la face, pour montrer que, pour une fuite en avant, pour montrer qu'en réalité, après les élections, ils connaîtraient la honte avec 0,3% ou 1%, vont dire on boycotte. Ça va laisser d'autres partis qui seront renforcés. Ce que vous dites, Mamela dit donc que le jeune Mitokwe voit loin. C'est pourquoi très tôt, il s'est désolidarisé. Restaurer espoir se résumer à qui? À ces deux-là. Mais depuis que Mitokwe est parti, Restaurer espoir se résume seulement à Azanaï. Regardez, il est le seul qu'on connaît. Mitokwe est jeune. Et vous avez vu quand Mitokwe prenait la part pendant la campagne de 2015, Mitokwe, Azanaï peut se taguer de dire qu'il a ses éléments à Cotonou, mais le 109 de Mitokwe a contribué à quelque chose. Et Mitokwe a essayé de voir très loin. Il a vu loin, il se rend compte que à cette allure, je risque de me tuer politiquement et non seulement ça, je risque de me décrédibiliser aux yeux des jeunes et de ma génération, de ceux de ma génération. Et donc, il vaut mieux alors prendre du recul, réfléchir et pour mieux sauter. Et je crois que c'est la meilleure décision qu'il a prise. Je l'ai dit ici, c'est parce qu'il est resté avec Azanaï, il a eu la chance d'aller à l'Assemblée nationale. Si Patrice Talon, un certain Patrice Talon n'avait pas nommé Azanaï ministre, est-ce que Azanaï serait prêt à céder sa place à Guy Mitokwe? C'est ça là la question. Et donc, c'est pour dire que le fait que Mitokwe se retrouve à l'Assemblée nationale, c'était un concours de circonstances qu'il a arrangé parce que Patrice Talon a pris le pouvoir, a voulu faire plaisir à son bienfaiteur. Et donc, c'est ça qu'il a arrangé. Et donc, on ne doit pas tenir compte de tout ça là pour faire plaisir à un homme politique qui est resté là, à faire la coubette et tuer sa destinée. Je crois qu'il a fait bien de partir et il ferait mieux de réfléchir également pour sa prochaine destination. Que doit faire alors l'opposition désormais en termes clairs pour pouvoir s'imposer sur l'échiquier national politiquement parlant? Laurent avait commencé par établir donc, définir le plan d'action que l'opposition doit suivre, travailler à ce que la liste électorale informatisée soit une liste fiable et crédible, qui est un outil qui va leur servir de participer aux élections. Et l'autre chose, c'est de faire sortir
tous les militants pour dire ne restez pas dans vos quatre coins, allez vous faire enregistrer. Et l'autre combat que l'opposition fera, c'est de travailler à participer forcément aux élections. Même s'ils se retrouvent là-bas avec 2 sièges, avec 4 sièges, forcément, ça va donner un poids à leur parti politique. Donc aujourd'hui, l'opposition n'a pas écouté ces négatif pour croiser les bras, pour ne pas participer aux élections. Non. D'ailleurs, celui qui parle, il est de loin crédible pour demander à quelqu'un comme Éric Nkoulete et autres de ne pas participer. J'ai envie de dire même qu'il faut que la famille Soglo et certaines familles politiques lâchent finalement les Béninois. Parce que le père va négocier avec le président de la République. Le président de la République va voir le père à la maison. Mais le fils, là-bas, prend la parole. D'abord, il y a quelques jours, c'est l'aîné. Attendez, il y a quelques jours, c'est l'aîné qui a pris la parole. Et on a vu ce jeu depuis 1990. C'est-à-dire qu'avec Soglo et Yahi Boni dans ce pays, la même famille était pas... fatigué de ce jeu. Non, on est fatigué de ce jeu. On est fatigué de ce jeu quand même. Non, il ne se retrouve plus. C'est pourquoi j'ai bien aimé le thème de agonisant. Il ne se retrouve plus. On se rappelle que celui qui est en exil avait soutenu Lionel Zissou, le père avait soutenu Talon. Et celui qui demande qu'on boycotte aujourd'hui à Diavon. Vous voyez un peu, dans une famille où la position est ambivalente et on ne comprend plus rien, donc c'est normal qu'aujourd'hui, puisqu'on ne se retrouve pas, on se cherche là, donc il faut lancer un écho pour voir est-ce que ça sera retentissant. Mais alors que les autres aujourd'hui, ce n'est pas leur position, leur vœu fort, cher, très fort, c'est comment faire pour participer aux élections. Et ils travaillent pour, toi tu viendras leur dire, ne participe pas, reste pour boycotter. Non, c'est donné. Ce n'est pas aux héritiers politiques de dire à ceux-là qui ont envie d'aller au front, de ne pas aller au front. Non, pas au front, oui, quand même. Très bien. Je pense que nous avons donc fini ce sujet. J'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut espérer que tous ces partis de l'opposition se mettent ensemble et former un seul parti et faire un bloc pour aller aux élections? Moi, je ne veux pas être assez pessimiste et je ne veux pas non plus être optimiste parce que quand vous regardez la classe politique de l'opposition, il y a 3 catégories d'acteurs politiques aujourd'hui de l'opposition. Il y a ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon. Oui. Il y a ceux à qui on a coupé les biberons. Oui. Il y a ceux qui ont géré par le passé de la chose publique, qui se reprochent bien des choses et qui ont pris la clé des champs et qui se réclament être opposants dans les 3 catégories. Et quand vous avez ces 3 catégories, ça veut dire qu'il n'y a pas un idéal commun que ces acteurs d'opposition défendent à l'unanimité. Et sachant que les acteurs politiques de notre pays, ils viennent en politique que par intérêt, pas pour l'intérêt général, intérêt personnel, intérêt de leur famille, il est difficile d'avoir une symbiose d'action entre les acteurs politiques de l'opposition. Parce que, aussi longtemps que Patrice Talon fera l'effort de régler son problème personnel avec certains, c'est que ceux-là peuvent se désolidariser facilement. Aussi longtemps que ceux-là qui, en réalité, ont géré par le passé et qui souhaitent qu'on les gracie ou qu'on les amnistie ou qu'on les pardonne seront pardonnés, ils peuvent se désolidariser à tout moment. Et la 3e catégorie également, dès qu'ils auront satisfaction par rapport à une certaine situation, parce que vous savez, il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui crient tout le temps Talon est mauvais, parce que Talon a tardé à les nommer. Il a pris du temps à les nommer, en leur disant patientez. Ils sont nombreux. Et quand vous suivez bien le discours, ils n'ont rien de concret à reprocher à Patrice Talon. Donc, quand on a des acteurs politiques comme ça, ce n'est pas évident d'espérer qu'ils se mettent ensemble. D'ailleurs, même, le jour où ils se mettront ensemble, regardez, les résistants, on a vu dans ce pays des gens crier que Talon est mauvais, Talon est ci, Talon est ça. Il y en a qui sont allés créer parti pour casser l'FCBE. Il y en a qui sont sortis de nulle part pour devenir candidat à la présidentielle 2021 et qui sont allés constituer le parti après. Où ont-ils trouvé les moyens? Comment se sont-ils débrouillés? Autant de questions à se poser. Et donc, quand on regarde tout ça, on comprend clairement que les acteurs-là ne sont pas prêts à dépasser leurs égos et se mettre ensemble pour combattre Patrice Talon. Leur problème, aussi longtemps que Patrice Talon trouvera les moyens de rencontrer certains parmi eux, notamment et de leur donner satisfaction à leurs problèmes, c'est qu'ils peuvent casser la dynamique en cours. Et donc, je crois qu'au-delà de tout, c'est pourquoi je dis, j'aurais souhaité pour l'opposition que certains parmi eux se désolidarisent et disent qu'ils boycottent les élections et que ça ne reste que 2 partis peut-être fondamentalement. Même le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, vous le regardez, serait-il prêt à aller, puisque d'abord, son titre est remis en cause par les opposants. Qui va accepter alors
Quand on a eu aux élections avec la FCBE, parce que le chef de file de l'opposition, c'est Paul Roupé, et nous allons dissoudre notre parti pour suivre Paul Roupé. Qui aujourd'hui, dans l'opposition, serait d'accord de dépasser ses égos pour dire, bon, finalement, je laisse tout tomber et je suis Éric Ondété, qui en réalité aussi n'a pas d'assises ou de popularité pour ainsi dire. Donc, je crois que c'est le véritable problème à ce niveau. Aussi longtemps que ce sera des intérêts personnels, la classe politique d'opposition que nous voyons là n'est pas en mesure de se mettre ensemble et il risque de perdre encore la majorité en 2023 pour venir pleurer sur les renversés. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Et pour moi, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste, mais je fais une proposition, il ferait mieux de se mettre ensemble. C'est à ce seul prix qu'ils sont sûrs d'avoir une majorité. Si Macky Sall a été battu au Sénégal, n'a pas eu la majorité absolue, c'est parce que Ousmane Sonko, Abdoulaye Wade et autres ont accepté d'aller en alliance. C'est ça. En France, même si les gens pensent que Macron a perdu la majorité en France, que la même chose peut se faire au Bénin, je m'inscris en faux. Ce n'est pas possible. Parce qu'en France, Mélenchon et autres ont dû se mettre ensemble pour créer UPES, bien évidemment. Sans ça, ce n'était pas évident, gagner d'avance qu'ils aient la majorité. Macron pourrait avoir banalement la majorité parce qu'ils allaient contribuer. Et là-bas, au Sénégal et en France, il n'y a pas de 10%. Ici, il y a 10%. La question est 10% qui plane. Henri Yaboré, donc les opposants ont bien d'intérêt à se mettre ensemble. Oui, ils ont bien intérêt à se mettre ensemble. L'exemple que prend mon cher ami Laurent, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes si on se table sur ce que les formations politiques doivent retrouver, doivent réunir 10% pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Je crois que le mieux serait de se mettre ensemble. Et Paul Roupé, qui travaille pour que tous se mettent ensemble au niveau de son parti politique, Éric Ondété, qui travaille aujourd'hui pour que son parti politique, les démocrates, se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale, je ne vois pas en quoi ce serait difficile pour eux de se mettre ensemble parce qu'ils seront en face de grosses formations politiques, encore qu'on annonce une coalition entre l'UP et PRD, ils auront en face une grosse formation politique, BR, qui a des tentacules sur tout le territoire national, et l'Union progressiste qui est partout sur le territoire national. Et donc, se mettre ensemble, ça fera d'eux une force terrible pour rapporter plusieurs sièges. Mais l'histoire nous raconte que chacun évolue avec ses intérêts et que c'est difficile en politique pour les gens de ne pas oublier le pourquoi on est venu en politique. L'autre gros problème qui va peut-être se poser, c'est la confession de la liste à ce niveau-là. La confession de la liste. Et s'ils se mettent ensemble, c'est comment faire pour qu'ils aient une liste harmonisée. Mais l'idéal serait que ces partis politiques de l'opposition se mettent ensemble. Vous savez quoi? Comment on l'appelle, le président de RSC, RSC, oui, celui qui a participé. Restaurer la confiance. Restaurer la confiance. Oui, et avait demandé à ce que les gens se mettent ensemble pour aller aux élections. Mais cet appel n'a pas été entendu en son temps, parce que tout simplement, chacun veut évoluer dans son champ et évoluer. Maintenant, si, avec ces élections, qui sont des élections à grands enjeux, s'ils se mettent ensemble, forcément, ils vont faire parler d'eux. Faut-il prendre Irénée Agossa au sérieux quand il dit qu'il est dans une position de principe et que tout le monde ne va pas d'opposition constructive? C'est des positions mitigées. Pour moi, ils ne sont pas assez clairs. Oui, ils ne sont pas assez clairs, mais pour avoir plusieurs sièges à l'Assemblée nationale, l'idéal serait pour eux de se mettre ensemble pour aller aux élections. Si les démocrates qui n'ont pas, l'assise dans tout le pays, avec les FCB se mettent ensemble, ils pourront avoir plusieurs sièges. Maintenant, oui, position mitigée, chacun saura comment gérer ses intérêts pour qu'on assiste à une très belle élection, on assiste à une belle coalition qui va leur permettre de battre. Malheureusement, selon la loi, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas d'alliance. C'est que purement simplement, il faut dissoudre des partis et rallier un parti comme Ferrafort. L'opposition pourra-t-il donc dissoudre ces partis-là et se mettre ensemble pour être on va dire tout simplement oui, si on veut remporter les élections, si on veut remporter, j'allais dire, plusieurs sièges, il faut laisser tomber ses égos, il faut laisser tomber ses intérêts et se mettre ensemble pour marcher. Et donc dissoudre les partis et se fondre les partis politiques et créer un seul parti politique pour aller aux élections, c'est bien possible.
Pendant on est encore à 4 mois des élections. Pendant que certains appellent au boycott des élections, d'autres membres de l'opposition lognent l'Assemblée nationale. Ça manque aux gens. Se demandent s'ils y retourneront ou s'ils y mettront pied pour la première fois. Alors que ceux qui y sont se demandent s'il faut partir ou s'il faut rester. Un dilemme pour certains députés. Certains ont annoncé très tôt qu'eux, ils sont prêts à laisser leur siège. Je parle par exemple de l'honorable Guadamansi. L'honorable Henri Blas aussi a annoncé qu'il est prêt à céder son siège. Est-ce qu'ils ont le choix, Laurent Rodriguez? Vous avez demandé si c'est... Vous avez dit que c'est un dilemme pour certains députés. Moi, je ne dirais pas que c'est un dilemme. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Certains parmi eux savent qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils jouent à la stratégie. Ils jouent à la stratégie. Ils savent qu'ils doivent partir. Que ce qui leur est... Choco, ils doivent partir. Oui, Choco. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils doivent partir. Parce que quand on suit un peu les développements ces derniers temps, on comprend que clairement, il y a un certain parmi eux qui déjà commencent à regretter déjà leur prochain départ de l'Assemblée nationale pour ne plus revenir. Et par conséquent, ils ne cherchent pas tous les moyens pour se faire désirer en passant par médias et dire que oui, ils sont prêts à laisser leur place. Après, d'autres journaux viennent écrire que oui, non, c'est eux qui doivent donner la victoire dans telle localité. On voit un certain nombre de choses. Et puis, quand vous regardez un peu le cas de Guadamansi, qui se fait passer pour toujours l'homme aussi populaire de parcours, je ne dis pas le contraire, mais qu'aujourd'hui, qui pense que sans lui, peut-être, parce que quand vous regardez ce qui a été écrit sur lui ces derniers temps, c'est comme si après lui, il y aura le déluge pour le républicain, ce n'est pas vrai. Et quand je prends un certain Henri Blas qui avait claqué la porte au PRD, qui s'est retrouvé au sein de l'Union progressiste, et qu'aujourd'hui, il se fait que l'Union progressiste et le PRD doivent se mettre ensemble, c'est qu'il y a de ces personnes-là qui ont quitté le PRD dont la suivi politique dépendra de cette union. C'est-à-dire que dans les négociations, tel ou tel peut poser telle condition pour dire, bon, je suis avec vous, mais dans telle zone, vous devez pouvoir faire l'effort de mettre de côté tel acteur politique. Mais toujours est-il que les acteurs politiques ont cette manie à nous blaguer, quoi. C'est-à-dire qu'ils font comme si... Vous savez, sous Boniaï, sous Kékou, ils faisaient des chantages politiques pour être positionnés. Oui. Ils faisaient des chantages politiques. S'ils pouvaient se lever et mobiliser les gens pourraient faire une grande marche à parcours pour dire... Quand Badawasi candidat a crié, scandé qu'il est candidat. Mais il sait qu'avec Patrice Talon, ça ne marchera pas. Henri Blas sait que sous les anciens régimes, il pouvait... Bon, c'est vrai qu'avec le PRD, il n'avait pas ce problème. On était sûr qu'il pourrait être positionné. Oui. Mais aujourd'hui, sur les listes, tout le monde sait, on ne trahit aucun secret en disant que les listes, même si les partis doivent les confectionner, il faut avoir le hockey du maître à penser, comme j'aime bien l'appeler, le président Patrice Talon. Et donc, je crois que les acteurs politiques feraient mieux de se ranger, de se calmer. La meilleure option pour eux, c'est de se calmer et qu'on voie ce que le chef va décider pour eux. Plutôt que de se mettre en spectacle à dire, à montrer à tout le monde qu'ils sont prêts à laisser. S'ils étaient pour autant prêts à laisser, je crois qu'il y a longtemps que ce n'était pas mieux là. On aurait pu laisser les places. S'il y a toujours eu des suppléants par parcours, pourquoi il n'a pas eu envie une seule fois dans sa vie de laisser son poste à son suppléant depuis des années? Et il siège jusqu'à la fin. Et puis pendant qu'il parle, Guadamansi, il peut même décider demain de céder son siège. S'il veut laisser, il n'a qu'à laisser. Voilà. Merci. On va voir s'il est vraiment... Si Guadamansi pense sincèrement, pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit là, je voudrais le prier, honorable Guadamansi. De céder la place pour quelques mois à son suppléant, quand même. Je regarde même droit dans les caméras pour dire, honorable Guadamansi, si vous êtes sincère avec vous, que vous êtes prêt à laisser votre place à quelqu'un d'autre, faites l'effort de démissionner le mardi 16 août 2022 et cédez votre place à votre suppléant pour qu'il puisse aller goûter des bienfaits de l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'un peu. On verra sa sincérité. Que si Augustin Henri Blas est prêt à quitter réellement, que lui-même prenne les face d'effort. Parce qu'il est député depuis des années. Vous savez, il n'a qu'à faire l'effort de démissionner, permettre à son suppléant d'aller manger aussi un peu. Là, on comprendra. Même si on sait que les suppléants sont bien traités maintenant, mais qu'il laisse le mettant le suppléant prendre la grosse part du salaire et qu'il vienne prendre l'argent que le suppléant doit prendre. C'est ça la sincérité politique. N'est-ce pas, Henri Abodé, n'est-ce pas ça la sincérité politique? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut espérer ça d'ici mardi? Non, pas de ces gens-là.
Non, pas de ces gens-là, il ne faut pas se voir la face, pas de ces gens-là. Non, je veux bien espérer qu'il me fasse On veut qu'il nous supplète. Cette demande de Laurent nous, chers députés. Cette demande de Laurent ne va pas prospérer. Parce que vous savez quoi, Petit Salon a horreur de voir cette vieille classe politique toujours tourner à l'Assemblée nationale pour dire qu'ils sont les maîtres, ils sont les seuls maîtres. Et vous savez, ils travaillent depuis des années à avoir une classe politique avec des jeunes. Et cette jeunesse-là, Petit Salon veut toujours leur accorder une place. C'est pour ça déjà, il a déjà annoncé les signes avant-coureurs pour dire ceux qui ont fait des mandats et qui prennent l'Assemblée nationale comme leur maison et qui ont des titres fonciers, commencez pas à vous préparer en même temps parce que là, prochainement, vous ne serez pas sur les listes. Vous allez voir que pour les élections à venir, la plupart de ces ténors-là qui ont défilé à l'Assemblée nationale plusieurs années, plusieurs mandatures, vont rester à la maison. Et on aura affaire avec une autre classe de jeunes politiciens qui veulent aussi, aller au Parlement, s'essayer à la chose. Oui. Quand Mme Massi dit qu'il est prêt pour aller écouter, s'il est prêt, comme l'a dit, il est prêt, il n'a qu'à démissionner, mais il ne fera pas. Il ne fera pas. Vous allez voir. Parce que les gens veulent toujours montrer que sans eux, la chose ne peut pas continuer. Sans eux, il n'y a plus de politique. Et donc, ils montrent toujours qu'ils sont les maîtres à penser, ils sont les maîtres de terre. Alors qu'avec Patrice Talon, il ne faut pas s'attendre il ne faut pas toujours lui montrer que vous êtes incontournable. Et, mais est-ce qu'il y a d'acteurs politiques incontournables depuis 2016? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, pour moi, ce n'est pas un dilemme. C'est même un conseil, contrairement à Laurent, moi, je voulais demander... Votre mot de fin, en guise de mot de fin. Je voulais donner un conseil. Les amis, commencez pas à vous préparer. Commencez pas à penser à autre chose. Commencez pas à penser à créer une ferme quelque part. Donc, à commencer à aménager le ferme pour aller à la retraite. Pour aller à la retraite. Parce que là, politiciens de carrière, non, il n'y en a plus sous le président Patrice Talon. Et moi, je dis bravo à cette réforme-là qui permettra à d'autres personnes de faire l'expérience de la chose politique. Ah ben, vous faites tôt d'enterrer ces politiciens. Non, c'est pas non, parce que l'honorable Badamassi aspire au poste de président de la République en 2026. Affaire à suivre. Oui, je vais conclure cette émission. Justement, je ne vous ai pas posé de questions. Badamassi a dit qu'après... Aucune question. Quand il disait ça, vous avez vu la réaction de la foule? Non, Badamassi a dit... C'est montrer que... Badamassi a dit qu'après Patrice Talon, qui souhaitait diriger le Bénin. Donc je crois que c'est même mieux. À partir du mardi, il démissionne. Il a le temps pour se préparer pour 2026. Non, moi, s'il démissionne le mardi, je suis prêt. Non, à sa suite, je démissionne en même temps. Et pour travailler avec le Écoutez, Laurent, il ne faut pas en mettre de la Massi. Non, c'est pas un dilemme. Qui se prépare donc à aller se reposer. C'est cette note d'humour que nous allons donc clôturer ce numéro du Forum des rédactions. J'espère que vous avez aimé les échanges, les analyses politiques sur ce plateau avec Laurent Roland Tonikès à ma droite. Laurent Roland Tonikès, merci. Merci, c'est moi. À ma gauche, Henri Niabonet, rédacteur en chef de Tado FM. Henri Niabonet. C'était un plaisir. Madame, Messieurs, nous avons parlé des vacances gouvernementales. Y a-t-il quelque chose d'anormal? On a conclu que tout est normal et que un individu qui travaille doit se donner des congés. Pour se requinquer, l'opposition devra-t-elle écouter les appels au boycott des législatives? Il va falloir, selon les débatteurs, que l'opposition peaufine plutôt une stratégie pour mieux s'asseoir au Parlement et avoir plusieurs sièges au Parlement. Et puis, partir ou rester, un dilemme pour certains députés. Mais les débatteurs pensent qu'il n'y a aucun dilemme. Ils ont invité certains honorables à faire preuve de bonne foi si vraiment ils veulent céder leur siège à l'Assemblée en démissionnant dès mardi prochain afin de laisser leur place à leur suppléant. Voilà sur ces mots que nous allons refermer ce débat et mettre la clé sous le paillasson. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Maury Arnoagua, votre humble serviteur sur le Forum des rédactions. Merci de liker et merci de partager. À toutes et à tous, bon week-end.